La faune australienne, une diversité singulière. Environ 6000 espèces, des plus mignonnes aux plus effrayantes. À plus de 14 000 km du continent australien, les représentations de cette faune exotique sont empreintes de clichés. Telle une tornade, Taz, personnage des Looney Tunes, engloutit tout sur son passage. Mais savez-vous que derrière ce diablotin se cache un véritable animal ? Le diable de Tasmanie. Marsupial de taille moyenne, il possède une réputation bien erronée. Cette espèce carnivore pousse un cri strident qui a effrayé bien des populations. Hanté par ses grognements suraigus, les premiers colons européens l'auraient surnommé « diable de Tasmanie ». Pourtant, le spécimen n'a pas l'air si effrayant. Comment justifier les choix du taxidermiste pour représenter ce spécimen ? Marie-Dominique Vandamer est conservatrice au musée zoologique de la ville de Strasbourg. Alors en fait, les taxidermistes à l'époque, ils recevaient les animaux soit sous forme de peau, c'est-à-dire que ça avait été dépouillé au lieu d'origine et transporté dans le sel, soit dans ce qu'ils appelaient l'esprit de vin, c'est-à-dire dans l'alcool. Et ça arrivait comme ça. Le taxidermiste, il ne connaissait pas le comportement de l'animal, il ne l'avait pas vu vivre, il n'y avait pas de photos, pas de film à l'époque, rien du tout. Donc il naturalisait par rapport à ce qu'il savait ou à ce qu'on lui racontait de l'animal. Et là, visiblement, on ne lui a pas dit que c'était un animal agressif. Donc bon, voilà, il ne pouvait pas le faire autrement puisqu'il n'avait aucun élément en fait, pour arriver à le faire agressif ou au contraire peureux. Pourquoi pas ? Alors la question du pelage, elle est tout souvent soulevée pour le diable de Tasmanie parce que c'est un animal qui a un pelage noir. Et en fait ici, le pelage a complètement changé de couleur. Alors c'est pas dû du tout au fait que ça soit peut-être une sous-espèce, etc. C'est simplement dû aux rayons du soleil, à l'exposition à la lumière, qui fait des dégâts considérables dans nos musées. Et qui, du coup, c'est pour ça qu'on a un musée complètement noir, où la lumière du jour ne rentre pas, justement pour préserver la couleur de ces animaux. Toujours dans la famille des marsupiaux, le phalangé volant, ou sucre volant, séduit par ses grands yeux ronds. Ce poids-plume de moins de 190 grammes est capable de parcourir dans les airs des distances allant jusqu'à 50 mètres. Mais comment est-il capable d'une telle prouesse ? Le phalangé volant adopte un vol bien à lui. En effet, il plane. L'animal ne possède pas d'ailes, mais une membrane particulière, très fine, située entre les membres antérieurs et postérieurs de l'animal, le patagium. Le spécimen, naturalisé en 1837, a été immortalisé en position de vol, ce qui implique d'étendre et conserver le patagium. Comment les taxidermistes ont-ils réussi à conserver une membrane aussi fragile ? En fait, à l'époque, il n'y avait aucun moyen de conserver ça, de moyens spécifiques, on va dire. Donc la seule chose, c'était de faire sécher le patagium pour qu'il persiste. Mais du coup, sécher veut dire fragiliser, comme tout ce qu'on peut conserver à sec. Il n'y a pas que le patagium, il peut y avoir des crabes aussi, c'est d'une fragilité absolument phénoménale. À l'heure actuelle, comme pour les ailes de chauve-souris, on les imprègne, c'est-à-dire qu'on va leur garder une certaine souplesse tout en les naturalisant, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pourrir, mais elles vont être imprégnées de produits qui vont donc justement garder cette souplesse, et donc arriver à conserver l'animal de façon optimale. Ainsi, le nom d'une espèce animale inconnue laisse souvent place à l'imaginaire collectif. Les naturalisations choisies par les taxidermistes permettent de confronter les publics à leurs préjugés. À Strasbourg, le diable de Tasmanie voit sa réputation adoucie, tandis que le phalangé volant s'expose sous son vrai jour.